Bonjour, merci d'être présents, merci d'être nombreux, nombreuses. Nous sommes là pour une discussion croisée autour du métier de chef opérateur, chef opératrice. C'est écrit d'ailleurs chef opérateur, mais je ne sais pas si on aurait dû dire chef opératrice. Peut-être qu'on en parlera à un moment ou à un autre de la féminisation des postes et des titres de postes. J'ai le plaisir d'accueillir donc avec moi Nadine Bus et Simon Fillot, tous deux donc, chef opérateur, chef opératrice spécialisé, mais pas forcément par justement tout l'objet de cette rencontre autour de la stop motion. Est-ce qu'on parlera aussi de qu'est-ce que vraiment la stop motion, qu'est-ce qu'on intègre derrière ce terme-là. Pour vous préciser un petit peu le temps d'échange, on a prévu de vous laisser la parole aussi un petit peu évidemment dans la salle, avec deux moment de prise de questions. On va commencer la rencontre sur plutôt des questions autour du parcours de l'activité concrète du métier. Et puis, on fera un petit temps de questions-réponses si vous avez des questions. Et on fera un deuxième temps, deuxième volet, qui sera un peu plus sur un peu plus de hauteur, je dirais, mais parler un petit peu aussi de questions de filière professionnelle, d'écosystème, et donc de voir au-delà de comment on met les mains dans le cambouis, qu'est-ce que ça implique aussi peut-être d'être dans ces métiers-là et de ne pas être forcément très nombreux d'ailleurs dans ce métier-là, dans cette spécificité. Voilà, et qui vous laissera aussi le temps de répondre à des questions, j'espère que vous aurez dans la salle nombreuses. C'est une discussion, donc évidemment vous pouvez largement rebondir l'un et l'autre en fonction de ce que vous dites au maximum. Ce sera toujours plus riche que si moi je vous pose que des questions à l'un et à l'autre. Je pense que comme vous n'êtes pas forcément au même moment de votre parcours professionnel, vous avez forcément des vécus un peu différents. On va pas hésiter d'ailleurs à évoquer un peu des cas d'école par-ci par-là, puisqu'on a le droit de rentrer vraiment dans le cœur de la pratique du chef-op. Mais pour commencer, je veux bien qu'on commence par évoquer vraiment les débuts, le parcours, votre formation à l'un et à l'autre pour arriver vers ce métier, donc de manière d'abord théorique peut-être, et puis après on rentrera dans la spécificité. Moi j'ai fait une école de cinéma et d'audiovisuel qui était donc en section prise de vue. C'était une école qui s'appelait le Créart Séris, qui n'existe plus, mais qui était un peu comme la Cinéfabrique à Lyon. C'était une formation qui était vraiment axée sur la pratique. On peut détailler quand même si les contenus de la formation étaient déjà ciblés un peu sur des types de métiers ou généralistes. Ah oui, c'était complètement en prise de vue réelle. Donc cinéma, on faisait des courts-métrages en 16 mm et on passait à tous les postes, de l'électro à réalisation, mais juste pour avoir un sujet, quoi. Et donc chef-op, cadreur, assistant. Et puis à côté de ça, on faisait de la prise de vue vidéo, donc plus reportage, je faisais des petits reportages. Par contre, ça m'a servi plus tard parce que pour aller travailler à Folimage, puisqu'au départ, c'était en 35 mm vu qu'il n'y avait pas les appareils photo numériques. Moi aussi, j'ai fait une école en prise de vue réelle. Et là, je crois que oui, quand on fait de la lumière en stop motion, ça se rapproche plus en ça de la prise de vue réelle que vraiment des études d'animation. Du coup, j'ai fait la FEMIS en département image. Donc complètement orienté prise de vue réelle. Après, j'avais toujours dans le fond de la tête l'animation. J'ai pu faire mon film de fin d'études en animation. Du coup, j'ai passé ma 4e année dessus. Et en fin de 3e année, j'avais un stage qui s'est trouvé être à JPL. Et c'était il y a 15 ans. Et là, 15 ans plus tard, je suis encore à JPL sur un long métrage. Et du coup, au sortir de l'école... mon premier gros projet, ça a été Dimitri avec à Vivement Lundi, où j'étais l'assistant de Fabien Drouet. Et après, ça s'est enchaîné de cours en cours. Tu parles d'assistanat, justement, c'est une étape indispensable dans laquelle vous êtes inscrit dans vos parcours, justement, de commencer par de l'assistant caméra, potentiellement, puis de devenir chef-op, ou c'est une étape qui n'était pas indispensable? Ouais, je l'ai fait sur plusieurs projets. Ça permet d'apprendre, et ce qui est chouette aussi, c'est de voir des différents chefs-op travailler. Mais après, assez vite, j'étais chef-op. En sortant de l'école, j'ai fait aussi des courts-métrages d'étudiants pas payés, voilà, pour se faire la main. Et c'est comme ça qu'après, j'ai fait mon premier cours en chef-op. C'était à JPL aussi, c'était Lupus.
Ouais, en fait, moi, par contre, j'ai rencontré l'animation uniquement, enfin un peu par hasard, parce que, en fait, Loïc Burkhardt, qui est le designer sonore de Folimage, il a fait la même école que moi, lui, en son. Et un matin, il m'a appelé, genre, en me disant, mais à Folimage, ils cherchent un chef-op pour une série, pour pouvoir faire un roulement. Et bon, moi, j'avais jamais fait d'anime, et donc je me suis pointée là-bas. Et donc, bon, c'était comme je disais tout à l'heure, il n'y avait pas encore les appareils photo numériques, donc voilà, ils m'ont montré, et à partir de cette caméra 35, on a bossé sur cette série. Mais je suis pas passée du coup par l'assistana. C'est une sorte de formation sur le tas, finalement, presque. Ouais, complètement. Ouais. C'est génial. Moi, je découvrais ça, j'étais vraiment, ouais, vraiment, c'est magnifique. Et dès ce moment-là, du coup, tu te dis, finalement, c'est là que je veux être, c'est dans cette spécificité-là que tu veux te retrouver en tant que chef-op. Oui, parce que moi, je voulais faire de la fiction, et là, ça donnait voilà, la possibilité de faire vraiment la lumière comme en fiction, évidemment miniature, mais parce qu'avant, je faisais de la prise de vue de reportages, documentaires, j'étais assistante lumière sur des plateaux télé. Donc je passais de la télé à vraiment de la fiction où vraiment on va travailler la lumière. Et là, voilà, j'étais vraiment dans un élément qui me plaisait beaucoup, quoi. Alors, avant qu'on rentre dans les spécificités, est-ce qu'on peut continuer juste de balayer un peu la carrière, les films sur lesquels vous avez travaillé l'un et l'autre, pour arriver là où on est en 2026, et peut-être même jusque là où vous êtes en ce moment sur les projets, puis après on rentrera vraiment dans comment on travaille. Alors peut-être pas forcément en ressortant toute la filmo, mais peut-être voilà, des œuvres majeures dont on reparlera peut-être après, justement, parce qu'on évoquera peut-être un ou deux cas d'école ou des problématiques qu'on a vous avez pu rencontrer sur un plateau avec un réalisateur ou réalisatrice. Excuse-moi, il y a 2-3 films comme ça que vous l'avez déjà évoqués. En fait, donc après cette série de Folimage, moi j'ai rencontré donc Éric Monchot, et voilà, on a tourné son premier court-métrage, et donc on a continué à travailler sur ses courts, dont La petite casserole d'Anatole, qui a bien fonctionné, quoi, et où c'était un tournage particulier, parce que, enfin, je sais pas, on en parle maintenant ou après, peut-être de les spécificités. On peut. Ouais, donc parce que pour La petite casserole, Eric, il voulait c'était donc une adaptation d'un livre, et il voulait pouvoir tourner comme pour du banc titre, mais en position verticale. Donc il a fallu trouver un système pour que les personnages puissent circuler sans se toucher. Donc c'était sur des systèmes de rails, et donc il a fallu voilà, trouver tout un système au niveau lumière aussi. Donc c'était quelque chose qui changeait un peu de ce dont j'avais l'habitude, enfin sur quoi j'avais l'habitude de travailler, puisque d'habitude je travaillais plus sur des courts-métrages marionnettes ou alors du banc titre, mais là c'était une config un peu particulière, quoi. Voilà, après je regarde autrement. Oui, bien sûr, Negative Space, donc la rencontre avec Max Porter et Ruku Ahata, qui a très bien fonctionné. Oui, puis après aussi Agnès Patron, parce qu'on tous les films en banc titre. Mais bon, moi, en général, je travaille sur des courts-métrages, je travaille sur des séries, et j'ai travaillé en chef-op additionnel sur Wardy, qui était un long-métrage qui avait été tourné à Foliascope. Oui, je pense que Dimitri, ça a pas mal lancé beaucoup de choses, dont moi, à Rennes. Et ensuite, il y aurait Raymond de Sarah Vandenboom, le court-métrage. Et là, elle fait Séraphine, un long-métrage donc, sur lequel je suis en ce moment. Après, voilà, il y a les courts-métrages de Joachim, je crois qu'il est par ici. Voilà. Toujours très chouette de bosser dessus. Et le gros morceau, pour moi, ça a été Sauvage, où là, c'était vraiment un gros morceau de vie. Ça a été 8 mois de tournage en Suisse, 9 mois. Et voilà, là, c'était vraiment un long métrage, avoir 1h15 de film à sortir. Et là, il a fallu apprendre beaucoup de choses.
Du coup, tu parles de rencontres et de durée d'intervention. Voilà, si on est dans l'inconscient collectif, un chef-op, finalement, c'est quelqu'un qui est sur le plateau qui fait une lumière. Mais voilà, je pense que vous n'arrivez pas qu'au moment où le plateau est construit. Est-ce que vous pouvez nous repréciser à quel moment vous arrivez sur un projet, quel qu'il soit, que ce soit un court ou un long, et jusqu'où vous accompagnez un projet, que ce soit un court ou un long? Alors, on arrive vraiment très vite, en fait. Quand on travaille avec un réalisateur, il nous envoie de suite le dossier. Moi, j'aime beaucoup travailler avec lui ou avec elle au niveau du storyboard, pour connaître les intentions et chercher une config, une lumière qui va vraiment aller dans le sens de l'histoire, de ce que l'univers du réal. Donc tout ça, c'est vraiment en pré-prod. Ce qui est bien, c'est quand on peut faire des tests aussi, parce que parfois, c'est vraiment utile, quoi. Mais c'est pas forcément très souvent, vu que, bon, évidemment, c'est toujours un problème d'argent. Après, oui, il y a toute l'histoire des listes de matériel. Tout dépend comment le studio où on va tourner est équipé. Donc après, c'est tout ce qui est logistique, quoi. Et si tu veux, là, j'ai le cas concret de Sauvage, où c'était vraiment hors du commun pour moi, en tout cas. Mes parents, ils disent que la route, c'est la mort qui s'avance lentement vers nous. Voilà. Donc là, c'est mon premier document de travail. Du coup, j'épluche ça à fond. Et d'un côté, j'ai l'animatique, et de l'autre côté, j'avais ça. Un grand hangar vide qui devait se transformer en studio. C'est moi qui fais de la trottinette. Et voilà, ça doit se transformer en un film. Et du coup... Combien de temps pour équiper un hangar en studio? Là, on est arrivé en plein hiver suisse, début janvier, et le tournage a commencé début mars à 2 plateaux seulement, 2 animateurs, et c'est monté petit à petit jusqu'à 10 animateurs. Il y avait 16 plateaux. Mais là, du coup, pour le moment, c'est des images de référence, du coup, un peu par séquence, par ambiance, je cherche différentes ambiances. J'en parle à Claude pour qu'on soit un peu d'accord sur les différentes directions du film. Voilà, il y avait toute une séquence dans une forêt luminescente, c'est Dark Crystal, pour la séquence dans la forêt luminescente. Et donc ce genre de choses aussi, ça doit vraiment se préparer avec la déco, parce que la lumière est vraiment intégrée au décor. Tu passes sur les constructions de décors aussi, enfin vous passez sur les constructions de décors, justement pour avoir une notion tout de suite de l'ampleur que ça va prendre, peut-être sur les plateaux. Est-ce que ça va nécessiter en lumière? Il y a pas mal de choses, c'est chouette de pouvoir voir avant, notamment là je suis sur Séraphine, j'y pense. Quand j'épluche l'animatique, je me dis là ce serait vraiment super pratique pour moi qu'il y ait une fenêtre, et avec Jean-Marc Augier, ça fait vraiment longtemps qu'on bosse ensemble, et du coup voilà, on négocie un peu ensemble pour voir ce qui pourrait être le plus chouette, rajouter des petits éléments, des petites lumières de jeu. Moi, j'aime beaucoup rajouter des lumières de jeu. Du coup, il faut les construire, prévoir des petites ampoules à l'intérieur, ce genre de choses. Donc, là, vous faites plus que passer, vous êtes associé même à la construction, finalement, à la réflexion des décors. Ouais. Enfin, voilà, j'essaye de faire passer, quoi. Et du coup, là, c'est le plan du hangar. Il a fallu faire 16 plateaux à l'intérieur. Du coup, c'était assez grand. Les plateaux moyens, ils faisaient 7 mètres sur 8 mètres, et les grands plateaux, ils faisaient 10 mètres sur 11 mètres. Et il y avait 16 plateaux, plus un plateau qui servait pour du public, qui était pour de faux, juste pour montrer aux gens. Et ensuite, là, jusque-là, le gros changement pour moi, c'est que j'avais toujours bossé avec des studios où c'était déjà équipé. Et là, il n'y avait rien. Et il fallait vraiment imaginer tout le matériel depuis zéro. Et du coup, c'est là où il faut partir de l'animatique, faire des plans lumière et essayer d'imaginer sur l'ensemble qu'est-ce qu'il y a besoin. Et c'est là où c'est vraiment pas évident, parce qu'il faut se projeter, avoir ce qu'il faut, et en même temps, il n'y a pas un budget illimité, donc il faut limiter par rapport au budget, essayer de voir de combien on a de plateaux. Et là, je devais tout penser depuis zéro. Du coup, là, j'avais déjà mon chef électro, Rémi, qui était avec moi, qui m'a beaucoup aidé pour
pour faire les listes et pour vraiment tout démarrer de zéro. Là, il y avait plus de 500 000 francs de matériel à acheter. Du coup, là, c'était pour moi une grosse pression où je m'étais jamais posé la question de qu'est-ce qu'il faut acheter comme matériel, vu que c'était déjà là, quoi. Je fais juste une parenthèse sur la question de matériel. Est-ce que du coup, dans vos métiers, vous avez le temps de faire une veille technologique? Parce que entre ce que tu montres aujourd'hui et ce que vous aviez il y a 10 ans, Nadine, tu parlais au début, vous n'étiez pas au boîtier, notamment quand vous filmez. Vous avez le temps aussi de faire une veille et de voir quel est le matériel qui arrive, de le tester, d'expérimenter hors tournage? Là, sur Sauvage, c'était un peu exceptionnel. J'ai pu le faire. J'avais des tests. J'ai pu aller chez des loueurs essayer des trucs parce que là, c'est à ce moment-là que je suis passé à la LED. Donc là, sur Sauvage, c'était 90% de projecteurs LED. Et du coup, on a pu tester un peu, voir si ça tenait dans le temps, voir si ça posait pas de soucis. Oui, parce que c'est différent entre un long métrage et un court métrage. Malheureusement, pour les courts, on utilise souvent les projecteurs qui sont soit dans le studio. Moi, je fais toujours très souvent louer tout ce qui manque, ce qui manque dans la mesure du possible par rapport au budget. Mais de plus en plus, on essaye quand même de trouver des projets LED, des petits panneaux qui vont avoir une lumière qui est intéressante, quoi. Par rapport au budget, en fait, c'est vraiment à chaque fois trouver ce qui peut fonctionner sans avoir des défauts au niveau des couleurs ou quoi. Ça commence, mais malheureusement, dans le cours, pas trop, quoi. Et pareil pour les optiques. On utilise souvent des optiques, des anciennes optiques. Moi, j'en fais acheter par les prods d'occasion parce qu'on a besoin d'optique avec un diaph manuel pour éviter d'avoir du flickering quand on prend avec les photos avec l'appareil photo. Et en fonction, oui, on peut pas choisir de série ou d'optique très chère au final, quoi. Là, on utilise toujours plus ou moins les Nikon. Là, sur Sauvage, vu que ça démarrait de zéro, c'était la première fois que je me suis posé la question quelle optique je vais prendre. Et du coup, j'ai loué une dizaine de séries d'optiques différentes et j'ai testé tout ça. J'ai testé des optiques ciné, mais au final, ça valait pas le coup du tout. Il fallait vraiment réduire la qualité de l'image pour avoir des optiques bien carrossées. Et en optique photo, on avait une qualité bien meilleure. Du coup, même si elles sont moins pratiques, j'ai testé toutes les optiques du monde pour retourner aux optiques que j'utilise toujours. Mais comme ça, voilà, j'étais au courant que c'était ce que je préférais. Du coup, là, sur Sauvage, je savais que j'allais pas avoir beaucoup de temps, pas du tout même. Et du coup, pour tous les plans, j'ai fait des plans lumière. Voilà, pour préparer comment ça allait être éclairé. Et comme ça, mon chef électro, il pouvait déjà mettre plein de choses en place avant que j'arrive sur le plateau. Et ça permettait de gagner beaucoup de temps. Et moi, à la maison, ça m'a permis aussi de voir sur l'ensemble du film qu'est-ce que j'allais utiliser le plus. Donc ça, c'est vraiment un gros boulot parce qu'il y a 800 plans. Ça fait pas 800 plans lumière, mais ça en fait vraiment beaucoup à imaginer et anticiper. Mais au final, ça a été vraiment utile parce que 10 animateurs, ça tourne énormément. Et du coup, je manquais vraiment énormément de temps. Dans vos dialogues après avec les réalisateurs et réalisatrices, du coup, ce genre de document, vous le partagez, vous en rediscutez au fur et à mesure, parce que l'idée c'est que l'image corresponde quand même aussi à l'intention du réalisateur et de la réalisatrice. Comment ça se passe ce dialogue? Parce que finalement ça reste assez abstrait, c'est des documents, c'est du papier, on ne voit pas une image finie. Non, ça c'est trop technique, quoi. Là où on décide d'avance et on parle vraiment d'images en voyant des images et en parlant sur des volontés, mais pas sur des types de projecteurs et tout ça. Là, il a d'autres choses à penser que ça. Oui, ce dont on échange avec le réel, c'est plus des références. Moi, je leur demande souvent des références, que ce soit des images de films ou des tableaux ou des photos, des dessins, parce que ça donne quand même une idée de ce qu'aimerait, dans quelle direction le réel a envie d'aller. Et du coup, après, on peut proposer aussi des choses, quoi. Du coup, les plateaux commencent à se construire.
Donc ça fait 16 boîtes fermées qui faisaient 5 mètres ou 6 mètres de haut. Et là, sur Sauvage, il y avait énormément de fond bleu. Enfin, il y avait, le premier plan, c'était tout le temps des vrais arbres et tout ça. Et après, pour faire vraiment de la profondeur, on tournait les plans sur les arbres sur un autre plateau et on les incrustait plus tard. Du coup, voilà. Il y avait des plafonds comme ça qui imitent le ciel. Avec du coup que des projecteurs en LED, du coup c'est commandé depuis Dragon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour choisir leur puissance. Et après, voilà, ça se met en place. Et du coup, à partir de ce film-là, j'ai vraiment tout fait en LED. Tous les projecteurs sont sur l'ordinateur et on peut choisir la puissance et la couleur. Et sur certains décors où il y avait plein de petits props lumineux, du coup il pouvait y avoir une centaine de pistes DMX parce que il y avait des tonnes de choses à choisir, quoi. Voilà, les petites formes pour imiter les feuillages. Donc là, des fois, ça pouvait, voilà, pour faire sentir vraiment que c'était dans une forêt et faire sentir des arbres en hors-champ et tout ça, il y avait comme ça des formes. Moi, j'avais pas le temps de le faire moi-même. Du coup, sur l'image, je dessinais en blanc là où je voulais plus de lumière et en rouge là où j'en voulais moins. Du coup, je faisais des petits dessins comme ça. Et après, les opérateurs faisaient beaucoup de trous dans des cadres comme ça. Et en rajoutant. Non, là, c'est imprimé en 3D. Enfin, imprimé à la découpeuse pour faire des formes plus précises. Et du coup, voilà, j'avais certaines feuilles qui préférées, voilà, qui revenaient souvent. Bon, voilà un petit peu pour en tout cas aller jusqu'au tournage de Sauvage. Une mise en place d'un plateau, c'est en ordre d'idée de temps, c'est plus ou moins court ou plus ou moins long, j'imagine. Mais est-ce que voilà, vous avez, au-delà de l'obligation de production, que plus vous y prenez du temps, plus ça coûte cher. En prise de vue réelle, parfois ça va assez vite, sinon le prêt à tourner est déjà timé dans les feuilles de service. Est-ce que c'est pareil pour vous ? Ça va dépendre de la taille, évidemment, du plateau aussi. Parce que des fois, on doit, comme là, quand on doit recréer un décor extérieur très grand, donc forcément, ça va prendre plus de temps que si on est dans un intérieur, chambre, plus à ce niveau-là. Et puis, est-ce qu'il va y avoir un mouvement de caméra ou pas ? Enfin, tout ce qui est interagi après dans la séquence, quoi. Et qui fait ce planning d'ailleurs ? Parce que quand on est en multiplateau, tous les plateaux ne tournent pas à la même vitesse, évidemment. Donc vous intervenez successivement sur les uns et les autres. C'est un travail de premier assistant, de réfléchir, de dire le plateau 3 aura fini avant le 4. Donc on sait déjà quel est votre planning. Là, c'est un boulot infernal de pouvoir faire rentrer des ronds dans des carrés et que chaque animateur puisse enchaîner, que ça se faire par axe, par lumière. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Mais ouais, sur la plupart des cours que j'avais fait jusque-là, il y a 2-3 animateurs et au final, je suis complètement à un plan, puis je suis complètement à un autre. Alors que là, avec les 10 animateurs, j'avais la tête explosée entre plein de prépas en même temps parce que du coup, je faisais rien moi-même, je donnais des instructions et je partais sur le plateau d'à côté. Mais ça a été le plus difficile pour moi, je pense. D'avoir comme ça 16 plans dans la tête en même temps, d'être en même temps à 16 endroits dans l'histoire, et puis de quand même réussir 30 secondes à se dire est-ce qu'on est au bon endroit, est-ce que c'est la bonne lumière, est-ce que c'est la bonne focale pour ce moment-là du film, et voilà, pas foncer tête baissée direct et réussir à retrouver le sens à chaque fois pour chaque plan. Et ça, c'est le plus difficile. Il y a quand même un passage sur chaque plateau avant de lancer l'animation. Il y a plein de passages même. Et il y a un passage aussi du réalisateur et de la réalisatrice où il y a aussi, comme tout à l'heure sur la question de matériel, une confiance en disant on regardera le plan quand il sera fait. C'est beaucoup de passages au Toki où la déco fait une première install, puis un opérateur fait un pré-cadre. Moi, je passe voir son pré-cadre, je vois je modifie un petit peu, on installe un peu de lumière, on m'appelle, je donne des modifications, on revient, on montre à Claude une fois que le cadre le cadre me plaît. Après, Claude revérifie
avant de lancer le plan que tout est bien. Et avant de lancer le plan, il y a les final checks. Du coup, chaque département revérifie si tout va bien. Donc, le chef animateur, Claude, le rigging, le set dress, j'en oublie. Les marionnettes, voir s'il n'y a pas des petits cheveux, si tout est bien, si elle est bien intentionnée. Et moi, je passe en dernier. Et ensuite, souvent, je n'avais pas le temps de faire le point moi-même. Du coup, c'est un opérateur qui fait le point aussi derrière. Finalement, comme dans la prise de vue continue, on peut avoir des faux raccords finalement, avec ce système de multiplateau potentiellement. Il y en a tout le temps. Et sur Séraphine, on a encore fait où elle sort d'un plan, elle a son manteau, elle arrive dans un autre plan, elle a son autre manteau, et on est 10 à avoir vu le plan et personne ne l'a vu, quoi. Il y a aussi le fait qu'il y a un planning de fait, et après, en fonction justement par rapport aux différentes ambiances de lumière, des différentes séquences, après je revois l'ordre avec l'assistante réal ou le réal pour que ce soit plus simple, qu'on n'ait pas à redéfaire une lumière qu'on doit refaire un peu après, parce que pour des raisons par rapport au décor. Donc il faut que le décor et la lumière, à un moment donné, par rapport à cet enchaînement, se coordonnent, quoi. Mais c'est bien, c'est chouette. Il y a toujours beaucoup de choses à prendre en compte, quoi. Ouais. Des fois, c'est le même cadre, mais la marionnette, il faut lui changer de vêtements et ça prend une demi-journée. Du coup, ça vaut plus le coup. Donc, voilà. Ouais. Faut toujours essayer de voir dans l'ensemble, et c'est le boulot de l'assistant réel. Tu veux continuer, du coup, on pourrait penser que voilà, le tournage est fini, on rentre à la maison, mais pas vraiment. Après, il y a le compositing, mais au compositing, on y est. Enfin, en tout cas, moi, j'y suis pas. Enfin, on voit pas. Et après, il y a l'étalonnage normalement, quoi. Et alors, en animation, on essaye d'être quand on est à la prise de vue, les images qu'on prend, on essaie d'être au maximum, au plus proche de ce qu'on aimerait avoir après à la diffusion. Donc après, à l'étalonnage, c'est vraiment, on peut vraiment préciser les choses et encore plus améliorer l'image, quoi. Donc c'est une étape que moi, je pense indispensable. Les étalonneurs, enfin en tout cas, celui de Sauvage, il est habitué à la prise de vue réelle où il y a beaucoup plus de travail. Là, clairement, dès le début, c'était dans des petits détails, enfin moi que je trouve super importants, mais je crois qu'il s'est pas mal embêté sur Sauvage, l'étalonneur. C'est 100% studio, donc c'est vrai que par rapport à la prise de vue réelle ou potentiellement des extérieurs avec des variations de lumière, là on a normalement une image qui est stable, j'imagine. Et puis on a toujours l'image d'avant, l'image d'après pour voir si on est raccord. Et puisqu'on réévoquait des comparatifs avec la prise de vue réelle, puisqu'on depuis le début que ça s'en approche plus que finalement d'autres cinémas d'animation, d'autres techniques en animation, il y a quand même une différence majeure, c'est qu'on ne travaille pas à l'échelle 1 en animation. Et est-ce que du coup ça a une incidence dans la manière de réfléchir l'image, de se dire on travaille en modèle réduit, et derrière on va se retrouver sur du 10-15 mètres de base avec des personnages qui sont censés faire dans le regard du spectateur 1 mètre, 1m50, 2 mètres, enfin 1m80. Enfin, voilà. Est-ce que ça a une incidence, ce changement d'échelle ? Pas tant que ça, dans ma manière de voir la lumière et les focales, pas tant que ça. Enfin, du coup, j'ai vraiment une formation en prise de vue réelle, et je suis parti de là, et j'essaye de pas regarder les marionnettes d'une manière différente que si c'était des personnages. Du coup, me mettre à leur niveau et les éclairer comme si c'était des vraies personnes. Après, quand tu es en prise de vue réelle, tu aimes bien avoir des très gros projecteurs très loin. Bah là, proportionnellement, tu as des très gros projecteurs très loin, et du coup, c'est beaucoup plus facile de tout maîtriser, d'expérimenter beaucoup plus facilement aussi, parce que là, en prise de vue réelle, si tu mets le projecteur par la mauvaise fenêtre, ça met beaucoup de temps de le mettre de l'autre côté. Là, ça va très vite à essayer. Après, par rapport à la prise de vue réelle, je trouve là où ça... Donc, dans le rapport à la lumière, pour moi, ça fonctionne de la même manière. Il y a juste, parfois, il faut des projecteurs un petit peu plus petits qui rendent, des lumières de jeu un peu miniatures, mais au final, on utilise les mêmes projecteurs qu'en prise de vue réelle en général. Ce qui change beaucoup pour moi, c'est le mode de tournage, où en prise de vue réelle, on fait un plan, puis on fait un plan, alors que là, ce truc d'être complètement éclaté sur plusieurs plans en même temps qu'on prépare, qui n'est pas évident, et de faire uniquement de la prépa, parce qu'au final, on prépare le plan, on prépare la mise au point, on prépare le travelling et tout ça, mais une fois que ça tourne, normalement, on n'est plus là, quoi. Alors que
En prise de vue réelle, il y a ce moment de l'instant où c'est en train de tourner, où tout le monde est là, quoi. Là, quand ça tourne, il y a que l'animateur et c'est tout. Et si dans la lumière, ce qui change dans la lumière et le cadre, c'est la place de l'animateur, parce que il faut toujours penser à proportionnellement, ça fait une énorme place qu'il faut garder libre pour que l'animateur puisse accéder aux marionnettes. Et pareil pour la focale. De temps en temps, on a envie de mettre des focales courtes parce qu'on a envie d'être proche de la marionnette, mais ça devient plus animable parce que c'est vraiment dans les pattes. Du coup, voilà, il faut essayer d'avoir un peu un compromis et penser aux deux à la fois. Il y a toujours un gros travail d'anticipation et un gros travail d'adaptation finalement au fur et à mesure, c'est ça, globalement? Oui, puis des fois on s'arrange avec l'animateur jusqu'à quel point on peut être prêt, parce que sinon on n'a pas le résultat tout à fait voulu. Mais ou même aussi, des fois on est, par exemple si c'est une lumière de matinée, ou faudrait que je vous montre ça, mais il y a la lumière qui vient de vraiment juste quasiment en face de l'animateur, et quand il anime, il se la prend vraiment dans la face, quoi. Donc on essaye de mettre des drapeaux, mais des fois, là j'ai une photo de Gilles, si je le retrouve, qui a carrément, il a dû sur ses lunettes mettre du cinéfoil justement pour éviter de se prendre le projo. Voilà ce que ça donne. Presque bien, ça fait des anecdotes à raconter. On va continuer parce que le temps avance aussi, mais voilà, il y a des choses qui évoluent. Alors, je parlais de veille technologique. Tu parlais du début en pellicule et aujourd'hui en boîtier. Est-ce que vous voyez au fur et à mesure des évolutions? Est-ce que vous vous confrontez à des évolutions technologiques qui font changer le métier, qui font changer peut-être les formations aussi? D'ailleurs, au passage, est-ce que vous-même vous intervenez potentiellement dans des formations, puisque du coup c'est un métier un peu plus spécifique? Voilà. Est-ce que vous êtes investi dans la question de formation? Est-ce que vous arrivez à vous auto-former pour aussi voir les évolutions technologiques? On se croise absolument jamais, parce que si elle est sur un tournage, ça veut dire que j'y suis pas, et vice-versa. Et le seul moment où on s'est vu, c'était une formation à Manuel Cam, où il y avait aussi Sarah, Damien, voilà, le petit club des chefs Obstobo, où pour la première fois, on était sur un plateau de tournage ensemble, et c'était chouette pour ça. En fait, au niveau formation, moi j'ai fait des interventions à l'école de l'atelier de Sèvres, où je suivais des étudiants pendant leur première année pour des workshops, et pareil à la Poudrière, mais sinon non, pas de formation. Moi, après, ça va aussi être les gens avec qui je bosse qui vont savoir des trucs que je connais pas, notamment sur Sauvage. Là, Rémi, il est chef élec qui fait de la prise de vue réelle, et ça m'a permis de faire un petit update sur ce qui se faisait de nouveau en lumière. Et là, ça a été mon passage en tout DMX, où vraiment ça changeait la vie, de pouvoir faire plusieurs expos avec différentes lumières, de pouvoir mettre des lumières de travail, ou pour pas éblouir des choses comme ça. Et sinon, dans les évolutions, donc au niveau de la lumière, ça a été ce passage-là. Au niveau de tout ce qui est motion control aussi, il y a quand même eu pas mal de changements. Enfin, par rapport à ce que je commençais, où on faisait les travelling sur une vis sans fin, où on tournait comme ça. Là, Tino fait des super travelling, des super reports de mise au point, qui permet de tout anticiper et de caler ça super bien, quoi. Ah oui, les mouvements de caméra, c'est peut-être un truc. Il y a quand même l'électronique qui a complètement surgi, la programmation du matériel qui a évolué, et la 3D qui est plus numérique parfois aussi aujourd'hui, peut-être. Voilà. Là, par exemple, donc un travelling, de la même manière, il faut absolument tout anticiper. Donc là, c'était un film où les travelling étaient d'une complexité inouïe. Celui-là, j'ai passé une demi-journée juste à le programmer. Il y avait tellement de différentes variables à la fois. Du coup, ça montait, ça descendait, ça avançait, ça tiltait. Il y avait du point aussi. Enfin, vraiment la totale. Et tout ça, du coup, ça peut se préparer, ça peut se faire plusieurs fois jusqu'à réussir à avoir quelque chose qui
qui tient la route. Là, c'était la mise en place, du coup, avec 2 travelling l'un sur l'autre. Et la caméra avec un objectif qui faisait comme un périscope pour vraiment rentrer dans le décor avec un petit miroir. Et le petit périscope lui-même pouvait s'animer pour faire comme un tilt. Et au final, ça fait ce plan-là. Nothing Special, ça s'appelle. Donc là, c'est un plan qui a duré 10 jours à se faire. On voit l'animatrice qui change de vêtements au fur et à mesure. Et voilà, ça c'est des trucs qui clairement n'auraient pas été possibles avant, de faire des plans aussi compliqués. Là, c'est un autre plan pareil sur la même base avec l'objectif qui devait passer sous un tout petit canapé. Et du coup, voilà, tac, tac, tac. Voilà, ça dure 6 secondes, ça passe super vite. Mais voilà, là, le making-of, on voit comment le mouvement de la caméra en elle-même, qui, lui, est nettement plus compliqué pour suivre le tuyau de l'aspirateur. Que vu dans les magasins. Et là, c'était le décor dont je parlais, avec toutes les petites... donc la forêt luminescente avec le sol qui brillait. Et du coup, il y a une petite LED de couleur dans chacun des champignons. Du coup, ça faisait des tonnes de câbles partout pour avoir le petit glow des champignons luminescents la nuit. Et le sol? Et le sol, c'était une plaque de plexi translucide où parfois c'était recouvert par du sol et parfois ça l'était pas, pour faire comme si c'était des plaques de champignons luminescents. Voilà. Et même, il y a la petite luciole qui faisait de la lumière, et du coup... elle a le petit cul, c'est la LED, et ses 2 pattes avant, c'est les deux pattes de la LED. Et ah oui, dans les accessoires luminescents, il y avait tous les portables, parce qu'elle est souvent en portable dans Sauvage. Du coup, il y avait tous les portables éteints, et puis il y avait les portables où il y avait la face allumée pour quand l'écran était allumé. Quand elle regardait son portable comme ça, son visage était allumé. Et il y avait des fois, il utilisait en plus la torche de son portable. Du coup, il y avait un portable qui avait la face lumineuse et une minuscule LED de l'autre côté. Pour quand elle se balade, elle a la lampe de son... Et donc là, c'est vraiment un travail avec la déco pour pouvoir essayer d'intégrer ces minuscules LED dans des... qui, eux, ils les trouvent toujours trop grosses, mais d'essayer de pouvoir intégrer ça dans le portable. Ah, et voilà Damien. Même si dans les évolutions techniques, on en reparlera encore un peu après, mais il y a quand même des évolutions techniques, puisque notamment sur Séraphine, hein, vous travaillez beaucoup avec des décors 3D, il me semble, mais vous essayez quand même de garder le plus artisanat possible, le degré le plus artisanal et le plus manuel dans le métier, ou pas, parce que là, quand on voit, on a la sensation qu'il y a encore toujours le plaisir de la bricole derrière, quoi. Ah oui, non, bah ça c'est évident, hein, de trouver, se dire mais comment on peut essayer que ça ressemble, et puis des fois c'est vraiment du bricolage, quoi, mettre des voiles devant, des trucs comme ça, et ça marche, et ça finit par marcher, quoi. Est-ce que vous voulez voir d'autres choses à évoquer justement sur la partie vraiment pratico-pratique, j'allais dire du métier, mais peut-être pas. Mais... Donc là, en fait, c'est on voit le cyclo qui est bien arrondi, et en fait, pour ce film, Eric, il voulait vraiment avoir beaucoup de flou. Chaque personnage était sur une des glissières, et donc il fallait éclairer comme par couloir pour que chaque personnage puisse être éclairé sans faire une ombre sur l'autre personnage. Donc j'éclairais par au-dessus pour avoir un niveau. Il y avait très peu d'ombre, et ensuite, du coup, ça permettait d'avoir chaque personnage vraiment indépendant, quoi. Je sais pas si on voit bien. Ta première réaction quand on arrive comme ça avec un réalisateur qui te demande ce genre de choses, c'est de te dire ouais super, c'est un défi, ou de dire ah ouais, non, mais moi j'adore, quoi. À chaque fois, voilà, quand on a des projets comme ça, mais c'est ça qui est chouette dans l'animation, que ce soit avec des marionnettes ou en banc-titre. Des fois, on se retrouve en banc-titre avec des matériaux, enfin, moi je suis toujours
Pour ça, vraiment, je suis vraiment admirative et je suis vraiment curieuse de connaître la technique, la texture et tout ça. Et ouais, ça, c'est toujours... il faut toujours trouver comment on va réussir à animer cette matière et donc à l'éclairer pour que ça soit toujours au mieux, quoi. Parce que selon les matières, ça ne réfléchit pas la lumière de la même manière, ça absorbe, j'imagine que ouais, c'est... Ouais. Parce que voilà, il ne faut pas que ça réfléchisse. Donc justement, il y a aussi un autre film où c'est de la peinture et il fallait effectivement qu'on utilise aussi parce qu'on avait vraiment des reflets. Donc avoir des filtres polarisants sur les projets, sur l'appareil photo pour éliminer un maximum tous ces reflets. Bon, bon, voilà, ça c'était juste une petite vision pour Anatole. Ah oui, il y a Porcelain Bird. Ça, c'était un projet en 3D. Le décor était très grand, là. C'était un décor qui faisait à peu près 4 mètres de long. Et c'est la première fois que j'utilisais un 5 kg. Et comme c'était acyclique, le régisseur, il a failli tomber dans les pommes. Il a fallu faire venir le chef électro pour bricoler ça. Mais en fait, c'était censé être la nuit, donc il a fallu faire une réflexion. Et après, comme c'était de la 3D, il fallait que je fasse tous les cadres à partir des images 3D. Et donc, ça change la façon aussi de faire le cadre, parce que du coup, j'avais plus du tout, moi, de possibilité de proposer un cadre un peu différent. Il fallait vraiment que je colle aux images 3D. Ça, c'était assez perturbant, mais c'était marrant quand même à faire. Voilà, ça, c'était pour la 3D, c'était comme ça. Et you call her... C'était un projet de long métrage. Donc ça, c'est le décor. Et il y avait quand même des marionnettes, mais dont on ne s'est pas servi. Du coup, pour la lumière, ça m'aidait quand même à savoir comment ça allait réagir. Et puis, il y avait ce projet-là aussi. Donc, Wardy, c'était un long métrage. Là, la difficulté résidait dans la taille des décors. Parce qu'on avait des décors qui étaient vraiment très grands. Là, c'est les décorateurs, pour avoir une échelle. Donc ça, c'est Sarah qui avait fait la création lumière sur ce long métrage. Moi, j'étais arrivée après. Et donc, voilà. Et donc, on travaillait pas mal sur fond vert pour les fonds. Là, il devait s'asseoir sur un escabeau pour arriver à animer tellement c'était haut. Et donc voilà, là, il y avait vraiment, du coup, on n'avait même pas de plateau pour les décors parce que il y avait des plongées, des contre-plongées, donc il a fallu faire des très grands fonds verts. C'était plus délicat à gérer, quoi. Voilà. Et donc là, je suis avec un assistant et électro, Stéphane. Donc on a installé tout ça. Et ça, c'était il est passé tout à l'heure, Jean-Baptiste Bertolome, je ne sais pas si vous y étiez, quand tout à l'heure, il y avait les pitchs pour le développement. Et lui, c'était un film à partir de ses post-it. Et donc aussi, du coup, on se retrouvait sur une échelle toute petite. Voilà, et donc c'était des feuilles de papier où il avait disposé 4 post-it et en décalant à chaque fois la feuille. Moi, j'avais fait juste une petite fenêtre pour éclairer un post-it. Et ça a été pris comme ça sous caméra. Là, on est dans du défi, quand même, Oui, sur un film au post-it. Et ça, c'était donc en peinture. Donc ça, c'est avant de mettre un polarisant. Et ça, c'est après avoir le polarisant. Je ne sais pas si on voit bien, mais là, il y a beaucoup de reflets ici, un peu partout. Et ça joue aussi sur la
sur la saturation. C'est Mohamed Babakoui qui a fait La Poudrière. Donc c'est un projet de court métrage. C'est juste l'installation. Il est en train de prendre les images. On peut laisser peut-être un petit temps de questions si vous en avez vraiment sur ces expériences personnelles. Comme je disais, après, on va reprendre un peu de hauteur. Je vais parler un peu de la filière, cet écosystème et cette rareté du chef-op stop-mo. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut voir des images de À l'époque, qui est le film de Nadine, réalisé par Nadine? Oui, il y a le dossier, mais... Alors, on s'était mis d'accord pour ne pas parler de leurs expériences de réalisation. Je me demandais à quel point, en tant que chef opérateur, c'était régulier, cette proposition de remise en question de la mise en scène. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu as eu sur plusieurs projets? Ah non, c'est pas une remise en question de la mise en scène, hein, c'est... Ouais, c'est, disons, avec une fois après, quand on a le storyboard, on discute ensemble. Moi, il m'est arrivé de faire des propositions, et aussi après, au moment du tournage, en fonction du décor. Et il y a des fois des petites modifs, mais qui peuvent. Mais c'est lié au décor. Après, quand t'es vraiment sur le plateau, quoi. Et par rapport au plan lumière dont on parlait tout à l'heure, moi en général je fais des plans de lumière, mais c'est pareil, je suis pas là quand il y a les décors qui se construisent, et c'est une fois sur le plateau, quand je suis vraiment dans le décor, dans l'environnement, que souvent je modifie un peu ce que j'avais prévu, quoi. Parce que ça réagit un peu différemment ou quoi, et voilà. Après, ça dépend vraiment des projets, quoi. Il y a des fois, sur Sauvage, par rapport à l'animatique, je la trouvais pas très bien cadrée. Du coup, très souvent, je proposais différent, et Claude, il était archi ouvert à ça. Du coup, ça pouvait changer beaucoup. Et puis, des fois, le film Nothing Special, là, j'avais pas 1 millimètre de liberté. C'était exactement ça. Donc, ça dépend... Ça dépend vraiment du réel et du projet, quoi, la différence par rapport à l'animatique. On continue un petit peu, mais je voulais sortir justement de votre expérience propre du métier, de l'activité, mais on va parler aussi un peu de ce microcosme de chef-op. Et notamment, j'ai une question que je me pose, c'est que quand on parle de chef-opérateur, notamment en prise de vue réelle, il y a des esthétiques. On se dit, tiens, c'est une image de telle personne, parce qu'on les imagine bien, enfin, des gens comme Darius Khondji, Nagata, etc. Enfin, des chefs-op qui ont une esthétique très très forte, très marquée. Est-ce que c'est aussi le cas? Est-ce que vous avez l'impression, vous, de répondre, d'avoir votre propre univers, et un réalisateur ou une autrice se dit, bon, je vais travailler avec Nadine parce qu'elle va m'amener tel type de proposition, ou est-ce que ça n'existe pas justement de votre côté? On s'adapte au film. Après, là c'est peut-être plus à quelqu'un d'extérieur de dire. Je pense que quand même que j'ai des réflexes, et qui fait que il y a des choses qui se retrouvent d'un film à l'autre, quoi. Mais voilà, dans ma tête, j'essaye de m'adapter au film. Je dis ça pour vous, mais pour une manière générale, hein, d'ailleurs, surtout l'ensemble des chefs-op, il y a quand même cette sensation qu'il y a une école, une esthétique qui... Après, malgré vous, peut-être. Changer sur un film d'animation, c'est que vraiment le style, la charte graphique va énormément changer le style du film, quoi. Donc il y a pas entre guillemets que la lumière qui va se plaquer par-dessus, quoi. Si c'est des marionnettes en laine gardée ou en résine, ça va pas du tout avoir le même rendu. Vous avez plus dans votre métier, plus de souplesse et d'adaptation, encore une fois, que dans la prise de vue continue, où on a parfois des gens qui amènent vraiment d'abord leur univers et leur métier, qui arrivent avec leurs équipes d'ailleurs. Enfin, voilà, je crois qu'ils vont aussi contredire et dire qu'ils s'adaptent au film et qu'ils n'ont pas de pattes à eux. Et du coup, c'était ça la question de suite à l'instant, c'est qu'ils arrivent aussi avec souvent... le chef-op arrive avec son chef électro, qui amène son équipe électro, qui amène potentiellement son chef machino parce qu'il a ses habitudes, qui amène, etc. Est-ce que vous avez un peu ce système-là aussi, de dire que ça va peut-être aller plus vite, c'est peut-être plus confortable de travailler avec des gens qu'on connaît, ou au contraire, voilà aussi, c'est stimulant de se dire, on va se confronter à d'autres animateurs, d'autres électros, enfin, côté équipe et famille potentiellement qui existent. Moi, j'adore travailler avec un assistant électro avec qui je travaille depuis un moment, qui s'appelle Stéphane Gautron. Après, évidemment, parce qu'on va beaucoup plus vite, quoi. Donc, sur des courts-métrages, on a rarement des assistants ou des électros, mais quand c'est possible, parce que
que justement le projet le nécessite, parce que voilà, on peut pas être, quand c'est des très grands décors ou je sais pas, enfin il y a des fois où on a vraiment besoin, et là c'est génial parce que quand c'est avec les personnes qu'on connaît, ça va beaucoup plus vite, quoi. Et puis ils nous connaissent aussi. Moi c'est un peu, c'est devenu une blague, mais ils savent très bien ce que je veux, et du coup ils disaient oui, tu veux, t'oublies pas la petite douceur ou le petit truc là. Je dis ouais, vas-y. Et donc il sait déjà à l'avance que je vais vouloir lui demander ça, quoi. Donc c'est vachement agréable. Et ce qui est important aussi, la rapidité, c'est que vous allez travailler 9 mois ensemble en prise de vue continue. Aujourd'hui, si on est à 8 semaines de plateau, on a de la chance, quoi, c'est qu'on a du budget. Donc il y a quand même aussi cette vie commune presque qui est importante. Là aussi, je pense que c'est vraiment différent parce que quand on part sur un tournage en prise de vue réelle, on change d'endroit, on habite tous au même endroit, on mange au même endroit et tout ça. On fait des plus grosses journées et tout, du coup il y a plus un côté colonie, entre guillemets. C'est un petit peu plus fonctionnaire, quoi. Les gens à 18h rentrent chez eux et ont une autre vie à côté. Et c'est bien aussi d'avoir une vie à côté. Ce que tu dis, ça marche quand on tourne en région, mais comme il y a quand même beaucoup de tournages qui sont à Paris, avec des gens qui sont à Paris qui rentrent chez eux en fin de journée. En prise de vue continue. Oui. Mais bon, il y a quand même beaucoup de tournages ailleurs, quoi, où tout le monde est logé au même endroit et tout. Pour l'animation, on est souvent amené à aller à Cyclique aussi, ou en région. Et du coup, là, par contre, c'est délicat de revenir régulièrement. Enfin, c'est vraiment une aventure à chaque fois, quoi. Du coup, le côté humain est très important. De savoir avec qui on va travailler, et si on se connaît déjà, ça a quand même une incidence. Ouais, mais après, on travaille aussi avec, par contre, des animateurs ou des animatrices, ou ça peut être quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas, mais du coup, ça enrichit aussi les échanges, quoi. Nous deux, on n'a pas plusieurs casquettes, on n'est que chef-op. Et du coup, la clé pour quand même avoir du boulot, c'est de bouger là où il y a du boulot, quoi. Mais moi, c'est une vie qui me va très bien de changer tout le temps d'endroit. Du coup, là, tu m'avances sur la suite des échanges, mais c'était une question qu'on voulait évoquer, sur la question de l'écosystème. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des tournages qui sont localisés, qui peuvent être plus ou moins longs, mais ce qui implique une mobilité. Comment ça se passe potentiellement? Tu dis, toi, ça te convient bien d'avoir cette sensation d'être... j'allais dire vagabond, mais parce qu'en plus je sais que quand tu tournes pas, tu vas vagabonder ailleurs dans le monde. Donc finalement, c'est peut-être ce que tu apprécies aussi. Mais c'est aussi potentiellement ne pas arriver à créer une vie fixe ailleurs, peut-être avoir beaucoup de dépenses. Il y a des espèces de sensations de double vie potentiellement. Est-ce qu'on s'accommode? Est-ce que c'est des choses dont on s'accommode pas? Est-ce qu'on peut faire évoluer? Je rentre dans des sujets politiques volontairement, économiques évidemment. Alors moi, me concernant, chaque fois c'est comme chaque fois c'est une parenthèse, quoi. Je pars, c'est une nouvelle aventure. Je vais souvent à Cyclique. Il m'arrive d'aller à Toulouse, à Valence. Et oui, à chaque fois, voilà, moi aussi ça me convient bien. Enfin, à chaque fois, on part avec le film, et voilà, pendant plusieurs mois. Et voilà, c'est lié au film. Chaque film a sa petite aventure comme ça. Mais pour aller plus loin, c'est la question de l'économie aussi. Oui, l'économie. Alors, aussi qui se pose. Parce que moi, je veux bien faire des comparaisons. On parle constamment de la prise de vie continue. Quand tu dis en prise de vie continue, on part pendant 2 semaines, 3 semaines, on est sur un bateau, on a 100% de prise en charge dans la prise de vie continue. Voilà. Je vous laisse répondre la suite. Ça dépend, mais c'est effectivement pour le logement. À Cyclique, en général, on est logé soit à Cyclique, et autrement, souvent, on peut aussi être dans des appartes. Donc là, c'est pris en charge. Après, c'est plus délicat en région. Après, c'est à chaque fois à voir avec la production avec qui on travaille, qui prennent la moitié du loyer, ou parfois quand même la totalité. Mais moi, ça m'est arrivé quand même au cours de certains films de devoir aussi, effectivement, payer, en tout cas d'être de s'organiser avec d'autres collègues et de louer ensemble quelque chose pour que ce soit un peu moins cher, quoi. Oui, clairement, sur un budget court-métrage qui est super serré, il n'y a pas de quoi loger une personne, et sinon ils prennent quelqu'un de local. Du coup, voilà, j'ai un deuxième métier qui est hôte Airbnb.
Et j'ai mon appartement à Paris que je loue très cher et c'est 30% de mes revenus à l'année à peu près, c'est du Airbnb, quoi. Pour alimenter cette question-là, est-ce qu'il y a un moment, il y a une question intime qui est de se dire je prends encore un projet qui va encore me faire partir, ou de dire bah non, là je suis fatigué, je suis un peu lassé et je laisse, mais comme on sait qu'il y a finalement une pénurie où vous n'êtes pas très nombreux dans la place et que et vous êtes complémentaires mais en même temps concurrents, est-ce qu'on se dit bah si j'y vais pas, est-ce que derrière je perds pas un petit peu le fil et voilà, est-ce qu'il y a des dilemmes parfois comme ça aussi? Non, si le tournage doit partir ailleurs, moi, ça me gêne pas de partir. Enfin, je travaille très rare. J'habite en région parisienne et je travaille pas sur des pubs ou des choses comme ça. Donc, je travaille vraiment rarement sur Paris, à part si c'est du banc-titre, parce qu'on arrive à tanker des bancs-titres à droite à gauche et quand même à faire des prises de vue en banc-titre. Mais souvent. Voilà, oui, je suis partie en Suisse et en Belgique sur le film d'Élie Chapuis. Mais c'est pas en disant ah mais autrement on va prendre mon travail. Non, c'est juste si on a envie de faire ce projet ou ce film, eh ben on part quoi. Enfin je sais pas. Mais après voilà, c'est vrai que c'est voilà, tous les deux voilà. La question se pose pas, quoi. C'est comme ça. Ouais. Je fais juste un pas de côté sur ces questions. Si tu parles de Suisse et de Belgique, c'est déjà questionner ou confronter à la question du travail avec la coproduction et comment ça se passe, par exemple, si on est sur un projet franco-tchèque, franco-autre, et voilà, comment ça peut être, parce que justement, il n'y a qu'un chef-op potentiellement, mais on peut avoir un tournage qui est déconcentré. Est-ce que c'est une expérience que vous avez vécue, et si oui, comment ça se passe? Ça peut jouer en notre faveur comme en notre défaveur, quoi. Quand il y a une coprod avec la République tchèque et qu'il n'y a plus d'argent en français pour me mettre dessus, là, ça tombe mal pour moi. Et puis d'autres fois, il faut envoyer quelqu'un de français ailleurs. Et là, ça tombe bien. Donc, ça peut y avoir les deux faces, quoi. Ouais, moi, ça m'est pas arrivé, mais c'est vrai que il faut, enfin, si vraiment on voit la différence entre les deux tournages. Et je parlais de pénurie. Est-ce que vous qui êtes finalement prendre un terme un peu fort, mais vous êtes dans la place, vous êtes quand même très identifié, vous n'êtes pas 50 potentiellement à être sollicité. Alors je sais bien que certains disent que la stop-mo est morte et que ça n'existe plus, mais qui n'ont pas dû regarder ce qui se passait dans le monde. Nous, on voit quand même qu'il y a beaucoup de films qui se passent. Comment vous pensez qu'on peut faire entrer des gens dans le métier? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il ne faut pas trop leur envoyer de l'espoir, parce que finalement ça reste très fragile? Voilà, le renouvellement des générations, comment vous pensez qu'il peut se faire sans vouloir vous mettre dehors, parce que vous avez largement de temps, hein. Vraiment, enfin, rien n'est jamais acquis, quoi. En sortant de Sauvage, je sais pas, j'ai peut-être un peu pris la confiance. Je me suis dit bon, ça va aller. Puis au final, j'ai eu une traversée du désert où j'ai pas du tout bossé quasiment pas pendant un an, quoi. Et puis après, tu as d'autres moments où tu dois refuser des projets parce que tu en as plusieurs en même temps. Donc, est-ce que ça va continuer? J'espère, parce que moi, j'ai envie de faire des films en stop-mo pour les 200 ans à venir. Et je sais rien faire d'autre de toute façon. Donc, j'espère que ça va continuer. Et pour les personnes en plus, c'est vrai que c'est pas évident, parce que moi, là, maintenant, j'ai trouvé des personnes avec qui j'aime bien bosser, et du coup, déjà, ces personnes-là, j'ai pas tout le temps un tournage à leur proposer, parce que sur un court-métrage, ça peut arriver souvent que je sois tout seul ou j'ai une personne, mais du coup, on peut pas faire déjà, voilà, ceux à qui j'aime vraiment bosser, je peux pas forcément les faire bosser tout le temps, et du coup, des nouvelles personnes, il y a que sur des très gros projets, là, sur Sauvage, là j'ai dû chercher plusieurs personnes. Mais voilà, plusieurs personnes qui, maintenant, est-ce qu'elles trouvent du travail? Pas forcément, quoi. Et sur des questions, parce que du coup, faire presque la boucle, vous avez une formation finalement plus généraliste. Est-ce qu'au niveau formation, on a évolué là-dessus pour avoir vraiment cette particularité autour de la stop-mo ou dans les écoles? Ou est-ce que pareil, vous pensez qu'il y a une matière à aller à un peu plus acculturer les nouvelles générations? Il y a quand même beaucoup d'écoles qui font de la 2D, 3D, mais qui ne voient pas du tout la stop-mo. La stop-mo, il y a pas non plus 10 000 écoles, quoi. Non, après, moi, j'ai l'impression qu'il faut mieux quelqu'un
qui s'y connaît un peu en électro, en lumière, plutôt que quelqu'un qui s'y connaît en animation, quoi, pour bosser avec nous au départ. Mais par rapport aux jeunes... Oui, du coup, ce ne sera pas forcément une formation animation, quoi. Ouais. Alors, quand tu dis il n'y a pas beaucoup d'écoles, mais il y a beaucoup d'écoles qui ont quand même cette souplesse-là. Alors, c'est toi qui citais la Cinéfabrique. La Cinéfabrique qui n'est pas une école de cinéma d'animation, ça n'empêche pas qu'il y a eu plusieurs films de fin d'études qui ont été faits en animation. Donc il y a aussi quand même parfois cette souplesse-là des équipes pédagogiques pour dire vous avez envie de partir en animation, faites-le, ou vous avez envie de partir en stop-mo alors qu'au finalement on est plutôt une école 3D, parce que je sais que c'est arrivé très ponctuellement. Voilà, il n'y a pas de... Ça n'est pas impossible non plus, quoi. À titre personnel, du coup, tu disais tout à l'heure, tu es sur Séraphine, tu n'as pas dit actuellement sur quel projet tu étais, et est-ce qu'il y a déjà, parce qu'on disait que la stop-mo n'est pas complètement morte, il y a déjà d'autres sollicitations qui arrivent. Est-ce que vous sentez que, en plus on est à Rennes, donc c'est quand même un lieu où il se passe beaucoup de choses? Je suis disponible. Mon nom ne s'affiche pas, mais voilà. Là, on vient de faire l'étalonnage oui, je voulais vous montrer, du nouveau film de Max Porter et Ruka Kawahata, ceux qui ont réalisé Negative Space. Voilà, ça s'appelle Cartoon Physics. Il sera à Annecy. Voilà, ça va être cette histoire. Cette mère et sa petite fille et un petit oiseau. Et donc là, c'est le décor réel. Voilà. Et à côté de ça, il y a l'autre monde qui est le Cartoon World, où on se retrouve dans un univers vraiment cartoon. Et où donc il y a un changement complètement vraiment complet de lumière et où on est dans quelque chose de beaucoup plus diffus. Et puisqu'ils avaient un projet de long métrage, je ne sais pas où il en est. Est-ce que du coup, toi qui bosses avec eux sur une période, tu as envie de tenir... ne m'oubliez pas sur le long, je veux en être. Comment ça se passe? Est-ce qu'on a un côté un peu groupie parfois dans le métier? Non, c'est pas comme ça non plus. Je pense que c'est pareil. C'est-à-dire que quand vraiment on a commencé à travailler avec un réal, enfin à partir du moment où ça se passe bien et on entre dans son univers, si ce qu'on propose comme lumière et répond vraiment à la demande du réal, il y a une fidélité qui se crée, quoi. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Là, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Là, Séraphine, c'était avec Sarah, on a fait Raymond ensemble et même Sauvage. Au moment où Claude a dû changer de chef-op, on venait de faire le teaser de C'est pas toi que j'attendais, un prochain long. Du coup, on venait de bosser quelques semaines ensemble et je pense que c'est à partir de là qu'il a vu que ça pouvait marcher. Mais oui, se lancer dans un long, c'est très très long et du coup il faut mieux que ce soit avec des gens avec qui qu'on connaît, quoi. Oui, là Séraphine, ça fait 11 mois. J'ai jamais eu un tournage aussi long et on arrive bientôt au bout. Mais dans la joie et la bonne humeur. On retiendra que c'est ça le fin mot peut-être du métier. Ce matin, pour ceux qui étaient là, c'est vrai qu'on a commencé les rencontres sur les questions de diffusion avec Martha Gennari et Marion Auvin, Martha qui est passée au papier découpé, et c'est vrai qu'il y avait une notion qui est revenue très souvent dans leurs propos, c'était la notion de plaisir dans le travail et de prendre du plaisir à le faire pour pouvoir partager cette forme d'énergie ou de fluide qui passe aussi dans l'œuvre et qu'on retrouvera potentiellement auprès du public. Voilà, de ce que tu dis, c'est ce qu'on... Puis c'est quand même ce qui est bien en stop-mo, quoi. 90% du temps, c'est un monde de bisounours, donc c'est chouette de travailler là-dedans. Est-ce qu'il y a quelques questions il nous reste 10 minutes, si vous voulez. On s'était dit qu'on vous laissait quand même de la place. Mais... Séraphine a été mentionné plusieurs fois, concrètement en termes d'enjeux artistiques ou techniques. Séraphine, c'est une adaptation d'un livre de Marie Desplechin. Marie Desplechin est passée tout à l'heure au studio, c'était un moment. Alors les spécificités de Séraphine, le film est à 85% en stop-mo, quelque chose comme ça, et il y a aussi 15% en 3D. Tous les intérieurs sont faits en stop-mo, et dès qu'on va dehors, c'est une marionnette sur fond bleu, et les décors sont faits en 3D, ce qui pour moi est assez frustrant. J'aurais tellement aimé avoir des rues de Paris à éclairer et tout, mais voilà, là c'est aussi... budgétairement où ça pouvait pas. Là, c'était la première fois que je bosse avec des marionnettes où on change le visage. C'est des visages aimantés, tout en impression 3D. Là aussi, c'était une nouveauté pour JPL. Donc, qui change suivant les expressions et les phonèmes des visages
qui s'enlève. Et voilà, Séraphine, c'est un peu, pour moi, dans l'organisation, c'est un peu entre un court-métrage et Sauvage, quoi. Il y a 8 plateaux, 5 animateurs. Du coup, j'ai quand même nettement plus le temps de réfléchir à mon image. Et en même temps, voilà, il y a quand même l'émulation du long-métrage à 8 plateaux. Avec des animateurs qui ne sont pas toujours les mêmes, qui changent aussi au fur et à mesure des mois potentiellement. Oui. Voilà, en tout, il doit y avoir une dizaine d'animateurs qui est passé dessus. Ils font certaines périodes. Autre question. La question en résumé était, comme les places sont chères, est-ce que le côté multi-casquette ou une forme d'agilité est nécessaire pour se démarquer des collègues? J'ai l'impression que ceux qui sont multi-casquettes, ils arrivent quand même mieux à s'en sortir ou d'avoir des savoirs spécifiques, nouveaux. Je sais pas, ça peut être sur l'impression 3D où on t'appelle juste pour ça, ou alors être très mobile. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il faut être assez flexible. Nous, on n'a pas plusieurs casquettes. Ouais. Enfin, moi, je pense que c'est bien d'avoir plusieurs casquettes, enfin une deuxième casquette, mais plus si jamais il n'y a pas de travail, pouvoir se retourner vers une autre fonction qu'on pourrait, comme certains, par exemple, moi, je ne sais pas, mais si je savais faire du compositing, quand il n'y a pas de boulot comme chef-op, bon, ben, hop, on fait du compositing. Après, voilà, moi, j'ai envie de dire, chacun fait en fonction vraiment de ce qu'il peut faire ou de ce qu'il a envie de faire. Parce qu'il y a vraiment des questions de timing où des fois tout tombe mal et il n'y a rien du tout. Ouais. C'est ça. C'est arrivé quelques fois où je me retrouve. J'ai toujours gardé mon statut, mais c'est arrivé une paire de fois où c'est un statut à 515 heures en demandant au prod de me payer le moins possible pour diluer les heures, quoi. Donc ça arrive. C'est une question qu'on n'a pas du tout évoquée, mais comme tu lances une perche, tu dis en baissant les heures, mais il y a quand même une convention collective qui s'applique et un taux horaire quand même, ou pas du tout? C'est quand il y a des prods sympas. L'officiel, l'officieux, c'est autre chose, ça va être discussion avec les producteurs. Où tout d'un coup, je suis plus chef-op, mais je suis assistant et il n'y a plus de chef-op, mais voilà, des trucs comme ça. Et qui permettent de sortir la tête de l'eau, quoi. Oui, en changeant de poste, parce qu'il y a effectivement une convention et on n'est pas censé être payé en dessous de la convention. On peut donner des montants. Mais on peut devenir assistant opérateur, quoi. Voilà. On a le droit de demander de dire des montants, c'est public, parce que je suis pas sûr que tout le monde les connaisse. Je crois que c'est 138 € le minimum. Ça, hein? Ouais. J'ai réalisé un documentaire où j'ai fait pas mal de prises de vue réelles et il y avait 10 minutes d'animation. Des fois, il y a la prise de vue réelle, par exemple en pixie, mais après, bon, ça encore... c'est pas la prise de vue réelle. Sinon, prise de vue réelle, genre pour du documentaire simplement ou quoi, non, moi, j'en fais plus. Enfin, j'ai plus eu l'occasion d'en faire autrement. Au sortir de l'école, j'avais vraiment l'intention de faire les deux et l'idée me plaisait pas mal de pas se cantonner à un truc. Et justement, c'était une manière d'avoir plusieurs casquettes quand même. Mais très vite, on catégorise un peu les gens. Du coup, voilà, je me suis retrouvé avec cette casquette-là qui me va. Je préfère largement faire que de l'animation plutôt que de la prise de vue réelle. Mais oui, le problème aussi avec l'animation, c'est que c'est des projets très longs. Du coup, au sortir de l'école, je faisais un petit peu les deux. Et puis, voilà, je pars sur Dimitri pendant 10 mois. On m'appelle une ou deux fois. Je dis non, on appelle quelqu'un d'autre. Et pendant longtemps, je continue à faire quelques petits trucs alimentaires. Je filmais des défilés de mode. Et puis, pareil, ça fait plusieurs fois où je dis non et on m'a plus jamais appelé, quoi. Et maintenant, ça fait longtemps. Je me sentirais plus légitime. Je connais plus les dernières caméras, tout ça. Donc, ça arrive des fois... sur un projet, il y a 2-3 plans à faire. En fait, ça va, je retrouve mes marques, mais si je repassais, si un stop motion disparaissait et que je devais repasser en prise de vue réelle, j'ai l'impression que je redémarrerais à zéro, quoi, à faire du combo et... Il faudrait refaire tout le réseau parce que ça reste assez hermétique. C'est ça, je recommencerai à faire des courts-métrages pas payés, je recommencerai à faire du combo et alors que là, je suis plutôt installé dans quelque chose que j'aime et du coup, voilà, je reste dedans.
Moi, il me reste à vous remercier, Nadine, Simon, pour ce temps de discussion, ce partage de vos expériences. Je ne sais pas s'il y a des étudiants, étudiantes, mais si ça vous a donné envie de rejoindre cette petite communauté, vous êtes quelques dizaines ou peut-être même pas en France, même pas. C'est vrai qu'on n'a même pas donné le nombre, mais ça sera un peu prétentieux après de décompter précisément. Voilà, merci d'avoir fait cette proposition avec nous dans le cadre du parcours professionnel StopMo du festival. Et on essaye d'être le plus vaste possible dans les techniques d'animation, justement. Merci encore, merci de votre attention et à très vite dans les salles. Merci. Merci.